Et salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette troisième journée de Champions League. J'allais dire une journée pleine de rebondissements et au final pas vraiment vu qu'on a toujours les mêmes équipes allemandes qui gagnent et les mêmes qui perdent. Par contre un nombre de buts absolument hallucinant. Je veux dire, je sais que la Bundesliga et que les clubs allemands sont connus soit pour encaisser énormément, soit pour en prendre beaucoup. Mais se dire que le match où il y a eu le moins de buts entre les clubs de Bundesliga, c'est le Bayern qui marque entre guillemets seulement 4 buts alors que sinon on en a 6, 6 et 9. Il faut s'arrêter. Mais en même temps, globalement, cette journée de Ligue des Champions, il y a eu énormément de buts. C'est vrai que je commence rarement par les autres matchs, mais se dire que Barcelone en met 6, que Naples se prend 6-2 contre Eindhoven, qu'on a Chelsea qui marque 5 buts contre l'Ajax, on a eu des buts à gogo. Même avoir Arsenal qui marque 4 buts face à l'Atlético Madrid, et on connaît la défense en général de l'Atlético. Waouh! On va revenir à nos chers clubs allemands. On a eu, on va dire, 3 matchs complètement déséquilibrés et un plutôt équilibré. D'ailleurs, je vais commencer par celui-là. Copenhague contre le Borussia Dortmund. Le BVB a réussi à gagner 4-2 à Copenhague. Et au vu du résultat, on pourrait se dire que le BVB a vraiment dominé sa rencontre. Et ben sincèrement, ça a été beaucoup plus difficile que ce que nous montrent les stats. Effectivement, on a le BVB qui aura mené, on va dire, la grande partie de la rencontre. À un moment donné, il y avait un partout. Au final, ils mèneront 4-1 et Copenhague marquera le deuxième but lors du temps additionnel. Mais on voit clairement que cette équipe de Copenhague a l'habitude des grandes soirées européennes. On s'est retrouvé avec une équipe qui jouait forcément très défensif, très dur sur l'homme. J'ai trouvé que parfois c'était à la limite au niveau des fautes sur les joueurs du BVB. Et quand je vois qu'on a un ancien de la maison, qui est Youssoufa Moukoko, qui joue actuellement à Copenhague, qui a sûrement fait son meilleur match en carrière, en tout cas je l'ai trouvé très bon, et à ce moment-là on se disait presque, mince, c'est dommage que le BVB, il l'est pas en tant que backup au vu de son match global que j'ai trouvé vraiment excellent. On a toujours ces cafouillis défensifs de la part du Borussia Dortmund, je ne sais pas pourquoi c'est uniquement en Champions League qu'on le voit. Sûrement parce que les adversaires sont meilleurs qu'en Bundesliga, parce que cette année le niveau en Bundesliga il est quand même plutôt moyen. Mais c'est vrai que quand on voit les erreurs et les grosses bourdes face à la Juve contre Bilbao et là contre Copenhague, entre guillemets, le but contre son camp de Waldemar Anton, on peut pas vraiment lui reprocher que c'est lui qui mette, parce que clairement c'est tout simplement du flipper qui a eu lieu dans cette défense du Borussia Dortmund, mais jamais de la vie l'attaquant de Copenhague doit arriver à tirer aussi proche sur le but du Borussia Dortmund sans être un minimum couvert. Et donc oui, tu te crées encore une crainte et j'ai l'impression qu'à chaque match de Champions League, même si le Borussia Dortmund finalement est sur 2 victoires et un match nul, ce qui est très très bien pour entamer sa phase de Ligue des Champions, se fait toujours peur à un moment. Alors que oui, Copenhague était fort, mais le BVB était vraiment meilleur et tu pouvais largement marquer plus de buts à la mi-temps. Et malgré les 4 buts que nous a mis le BVB, je ne pensais pas dire ça, mais Guirassy et Baya, je les ai trouvés vraiment moyens / médiocres sur ce match. Ils ont d'ailleurs, aucun des deux n'a marqué de but. Alors que Julian Brandt, qui a débuté la rencontre, était vraiment très bon. Après, évidemment, c'est toujours plus difficile quand tu n'as pas le soutien de Karim Adeyemi, qui est un de tes meilleurs joueurs en ce début de saison. Par contre, Kovac, je ne comprends pas trop comment il fait ses choix en début de rencontre. Comment ça se fait que Job Bellingham, qui a été absolument catastrophique face au Bayern, soit titulaire face à cette équipe de Copenhague et que Sabitzer soit sur le banc. Et pour le coup, Job Bellingham a fait son meilleur match avec le BVB depuis qu'il est arrivé. Donc bravo à Kovac, mais c'est vrai qu'au niveau des choix, assez incompréhensible. Un autre choix que Kovac va, je pense, changer au cours de cette saison, c'était l'arrivée de Fabio Silva, qui était une arrivée quand même plutôt chère. Je crois que le BVB l'a acheté pour 20 millions. Et en ce moment, il ne sort que du banc, mais à chaque fois qu'il sort du banc pour rejoindre l'effectif du BVB, il fait des super matchs. Et là encore, je l'ai trouvé excellent au moment de sa rentrée. Après, pour ce qui est de l'homme du match, pour moi, c'est soit Ben Sebaini, mais surtout Nmecha, que j'ai trouvé excellent. Il a d'ailleurs marqué 2 buts, mais au-delà de ça, il était partout, que ce soit défensivement ou offensivement. Et on voit aussi que Schlotterbeck, depuis qu'il est revenu, c'est tout simplement le patron de cette défense et de très loin. En tout cas, 4-2 pour le BVB. Comme dit, le score semble quand même assez favorable pour cette équipe du Borussia Dortmund, mais le match était vraiment beaucoup plus difficile que ce qu'on aurait pu croire au niveau des stats. Et j'ai surtout très très hâte de voir cette équipe du BVB face à Manchester City lors du prochain rassemblement de Champions League. Parce que pour l'instant, oui, ça joue bien contre des équipes qui sont globalement inférieures.
Mais face à Manchester City de cette saison avec le Erling Haaland qu'on a actuellement là, qui va retrouver son ancienne équipe, j'ai vraiment très très hâte de suivre ça. Et d'ailleurs, transition parfaite vu que ce Manchester City Borussia Dortmund aura lieu le mercredi 5 novembre. On va parler du FC Bayern qui est actuellement sur 3 matchs, 3 victoires en Champions League et qui va le 4 novembre affronter le Paris Saint-Germain, donc les champions d'Europe en titre. Pour moi, actuellement, les 2 meilleures équipes d'Europe et je pense qu'il n'y a même pas vraiment de contestation possible. On reparlera tout à l'heure de cette fameuse confrontation du 4 novembre. En tout cas, le Bayern a joué à domicile face au Club Bruges. Match qui aurait pu être un peu plus compliqué, qui a été dominé de la tête, des épaules, des pieds, des genoux, de ce que vous voulez. Le Bayern n'a à aucun moment été mis en difficulté. Comme dit, je cherche même quel joueur du Bayern a été en dessous. Peut-être Rafael Guerreiro que j'ai trouvé un peu moins fort. Mais le reste, c'était absolument incroyable. Karl, 17 ans, plus jeune allemand à marquer en Ligue des Champions. Le gars récupère quasiment la balle au milieu de terrain. S'envole tout seul pour lâcher une pépite comme premier but pour le FC Bayern lors de cette rencontre. Et au-delà de lui, Kane, on va arrêter d'en parler parce que le gars, il est absolument phénoménal à chaque fois qu'on le voit. Konrad Laimer, pour moi, homme du match, ça a été Karl et je suis content pour lui. Laimer, je crois qu'il est littéralement impliqué sur tous les buts du Bayern. En tout cas, il a 3 passes décisives, c'est sûr. Nicolas Jackson marque, ça fait plaisir pour lui. Je sais pas quoi dire, cette équipe du FC Bayern, elle est bluffante. Ça fait rentrer Wisdom Mike à un moment donné lors de la deuxième mi-temps parce que ça domine. Je veux dire, en première mi-temps, ils mènent 3-0 le Bayern, ils ont arrêté de jouer en deuxième, clairement. Olysée a été très bon, Mike, il rentre, il est excellent aussi. Bref, Bruges n'avait à aucun moment une chance d'espérer quoi que ce soit lors de cette rencontre. Le Bayern est vraiment ultra fort. Et c'est vrai que quand on s'imagine que la Bundesliga est peut-être un peu plus faible cette saison et qu'on voit le niveau de ce FC Bayern là actuellement et du Borussia Dortmund par rapport au reste de la Bundesliga, eh ben ça explique peut-être aussi les résultats et que le Bayern sur 7 matchs de Bundes, ils ont 7 victoires parce que même en Champions League, ils écrasent littéralement leurs adversaires. C'est une dinguerie et c'est pour ça que j'ai ultra hâte de suivre ce match du 4 novembre, voir de quoi ce FC Bayern est vraiment fait, vu que pour l'instant les adversaires sont faibles, ils sont fragiles. Il n'arrive pas à tenir le Vincent Kompany Ball. D'ailleurs, Vincent Kompany qui a été prolongé jusqu'en 2029, ce qui est une très bonne chose. J'étais très sceptique au début et faut admettre que c'est un des meilleurs coachs qu'on ait eu ces dernières années pour le Bayern. Et donc là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire face à une équipe comme le PSG qui est une sacrée domination européenne. Et évidemment, ce match-là sera commenté en live le 4 novembre au soir parce que évidemment qu'on attend ce match comme pas possible. Ça me permet d'ailleurs de basculer sur un autre match où Paris était le grand protagoniste, c'est-à-dire que Leverkusen a joué contre le PSG et ils se sont fait déboîter. Déjà, se prendre 7 buts à la maison, demander à Barcelone, ça fait vraiment pas du bien. Leverkusen en marquera 2 pour sauver l'honneur. Et pour le coup, quand on regarde le match, parce que oui, évidemment que j'ai regardé ce match, le Bayer Leverkusen, avant le carton rouge de Robert Andrich, lui, on va arriver sur son cas juste après, ils étaient de fous dans le match, ils étaient même dans une bonne dynamique. Oui, Grimaldo rate un penalty, il en met un deuxième. Et c'est pas grave, Leverkusen était entre guillemets seulement à 1-1. Et Robert Andrich se prend le carton rouge et il défonce tout le momentum du Bayer Leverkusen où on se disait tiens, ils font les bons gestes, ils sont tactiquement bien en place, le PSG n'arrive pas à les prendre de vitesse. Robert Andrich se prend le carton rouge et c'est terminé. Et c'est d'ailleurs complètement incompréhensible parce que techniquement 5 minutes plus tard, Paris prend aussi un carton rouge et on se retrouve avec 2 équipes qui jouent à 10 contre 10. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des joueurs de Leverkusen. Au moment du carton rouge, ils ont dû se dire c'est fini, on n'a plus aucune chance. Et même à 10 contre 10, ils ne se sont pas dit qu'ils avaient encore une chance. À partir de la 40e minute, c'était terminé. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe qu'ils sont, ils ont pris les choses en main. Kvaratskhelia en Champions League, je sais pas ce qu'il bouffe par rapport à d'autres compétitions, mais il est insane. Surtout vu la différence de niveau d'effectif entre Leverkusen et un PSG qui récupère ses cadres. C'était d'une violence rare à partir de la 40e minute. De toute façon, Leverkusen, ils ont pris un but, un troisième, un quatrième. Ils ont tout simplement arrêté de jouer. Le PSG les a étripés. Et je trouve ça dommage parce que je me dis vraiment que Leverkusen, ils avaient peut-être pas le moyen d'embêter Paris jusqu'à
gagner ou faire un match nul, mais au moins sauver l'honneur, ne pas t'en prendre 7. Tu pouvais finir ce match en perdant 5-2, 4-2 grand max. Tu t'es fait étriper 7-2 et franchement, le PSG aurait pu en marquer plus, c'est ça qui me fait peur. Je ne suis même plus capable de dire combien de buteurs différents Paris a eu sur ce match. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6 à un moment donné. Je crois qu'il y en a un qui a mis un doublé, je sais plus. Quand je vois aussi le niveau défensif d'un Nuno Mendes ou d'un Pacho, je me dis que le Bayern va galérer à marquer le 4 novembre. Mais après, je me dis que offensivement parlant, le PSG va aussi galérer contre le Bayern. Mais je pense que ça risque d'être un match très offensif. Je vois bien une des deux équipes gagner, genre 4-3, un truc comme ça. En tout cas, trop hâte de suivre cette rencontre. Ça va être une grosse dinguerie entre ces deux clubs. Je pense d'ailleurs que tous ceux qui suivent la Champions League de manière très assidue ont très hâte de voir ce match et il y aura des sacrées audiences. Mais je pense sincèrement que le FC Bayern va le faire. Oui, Paris est extrêmement fort. Oui, il manque Davis et Musiala. Mais ce Bayern-là, je pense qu'ils sont vraiment capables de taper le PSG. Après, je pense que le PSG est aussi capable de mettre une grosse bourrasque dans la tronche des joueurs du Bayern. Et au final, est-ce que ça leur ferait pas du bien non plus de redescendre sur terre maintenant, avant la deuxième partie de saison pour Bayern? On verra bien. Et on termine avec le club que j'ai le plus surcoté depuis des années. L'Eintracht Francfort a joué contre Liverpool. Et je pensais pas qu'ils allaient faire quelque chose. Liverpool était dans une méforme incroyable. Je crois qu'ils étaient sur 4 défaites de suite, Liverpool. Ils sont pas bons. Sauf que j'ai vu l'Eintracht en direct récemment. Quand je vois ce que Freiburg était capable d'engendrer dans cette défense de l'Eintracht Francfort en direct, je me suis rappelé que tu avais des joueurs de calibre plus à Liverpool et qu'ils allaient forcément gagner. Alors oui, j'étais confiant au début de match. Francfort réussit à mener 1-0, un peu à l'encontre de ce qui se passait sur le terrain quand même, on va pas se le cacher. Et donc tu mènes 1-0, tu essayes de garder cette avance confortable face à une équipe comme Liverpool. Non, une contre-attaque de la première partie du terrain, les défenseurs de l'Eintracht, je sais pas où ils étaient, là où Ekitike marque son but, où il y a 1-1. Alors, ça fait quand même plaisir qu'il n'ait pas vraiment célébré face à son ancienne équipe. Mais à partir de là, Francfort et Liverpool surtout s'est dit, mais en fait, pourquoi on galère à marquer face à cette défense absolument grotesque et minable? Tu prends 2 buts sur corner. Je veux dire, à quel moment tu défends aussi mal sur des corners? Je sais que les Anglais sont bons de la tête. Je parle des équipes anglaises en général. Tu as même pensé à mettre Setara dans les buts parce que pour l'instant, l'autre gardien de Francfort, ça n'allait vraiment pas, Santos. Mais etc. ne peut rien faire sur les buts qu'il prend. Limite, il a fait des très beaux arrêts parce que Francfort perd que 5-1. Même score qu'ils ont pris quand même contre l'Atlético Madrid. Donc là, on part quand même sur la pire défense d'Europe, je pense, l'Eintracht Francfort. Je ne comprends pas pourquoi Top Müller, l'entraîneur de l'Eintracht, ne fait pas des changements. Cette défense, elle est grotesque, elle est exécrable. Et franchement, Francfort, je pensais que ça allait être un des tout meilleurs clubs allemands cette saison. À croire que c'est l'équipe la plus jeune de Bundesliga et que ça se ressent au niveau de l'expérience. Ils en ont aucune. Et que ce soit en Bundesliga ou en Champions League, ils ne sont pas capables de tenir les matchs. Alors oui, ils vont planter. Et encore, en ce moment, ils en marquent beaucoup moins. Mais défensivement parlant, je veux dire, quand t'es jeune, c'est là où t'es peut-être le moins bon. Et là, Francfort le prouve, c'est une catastrophe. Et ça saoule vraiment parce qu'en soi, Francfort, j'aime pas forcément le club, mais ils ont un très bon effectif avec des jeunes qui vont progresser. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont en train de progresser à la dure actuellement. Mais là, c'est vraiment 2 niveaux au-dessus. Ce qui joue en Champions League, ça va être très compliqué pour se qualifier pour la suite. Sincèrement, si après les 8 matchs, l'Eintracht et le Bayer Leverkusen arrivent à finir dans les 24 premiers pour au moins jouer les playoffs, pour peut-être se qualifier pour la suite, ça serait déjà un miracle absolu. Je pense qu'on va surtout se baser sur Dortmund et le FC Bayern pour faire des résultats cette année en Europe. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un gros pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!